Nous allons peut-être reprendre nos travaux. Je vais vous demander, voilà, nous avons encore une table ronde et nous aurons aussi la conclusion de Sébastien Touzé. Donc merci pour tous ceux qui sont là, présents et également en ligne, que nous saluons. Nous avons donc notre troisième table ronde. Cette table ronde sur la mesure des enjeux diplomatiques, idéologiques et géopolitiques qui sont en lien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous le savons, ces enjeux, ils sont fondamentaux. On a discuté de l'impact de la DUDH, de sa conception, de ses avancées, aussi de sa modernité. Mais quels sont ces enjeux aujourd'hui dans un monde fragmenté, un monde divisé et qui remet de plus en plus en cause ce multilatéralisme? Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de types de remise en cause. On voit des États qui acceptent une partie des droits universels dont nous parlons, et pas les autres, qui acceptent la démocratie, l'élection, mais qui refusent les libertés politiques et qui répriment leur société civile. On voit aussi des États qui critiquent ouvertement les droits de l'homme comme étant des principes occidentaux, que ce serait un relent de colonisation. Mais finalement, on peut se demander, si ce n'est pas le contraire, pourquoi on nierait à une partie du monde des droits universels, on nierait ces libertés. N'est-ce pas une autre forme de colonisation? Donc, il est bien clair que tout individu, quel qu'il soit, et c'est toute la question de la dignité humaine dont nous avons parlé aujourd'hui, qui est en jeu et qui est au cœur de ce projet de la DUDH. Cette dignité, elle est inhérente à la personne humaine, c'est la suite de l'esprit des Lumières, mais c'est cette conviction que nous sommes pareils, hommes et femmes, êtres humains, qui peut bénéficier des mêmes droits, quel que soit l'endroit. Et c'est vrai que si on demande à un Chinois, un Africain, un Français, est-ce que être emprisonné sans voir ses droits de la défense garantis, si les femmes sont violées, si les enfants n'ont pas ce qu'ils ont nécessairement pour survivre, à manger, est-ce que ce sont des droits occidentaux? Donc cette notion même d'universalisme et de droit inhérent à la personne, je crois que c'est vraiment le fondement de notre action et de notre conception qui nous a été léguée par cette déclaration universelle. Et en fait, ces régimes, souvent, utilisent cet argument tout simplement parce qu'ils veulent réprimer les droits chez eux, parce qu'ils veulent museler les expressions politiques de leurs opposants, parce qu'ils ne veulent pas entendre d'autres visions du monde que celles que les gouvernements veulent imposer. Et il n'y a qu'à parler avec les défenseurs des droits de tous les pays du monde pour voir que nous sommes unis dans cette même vision. Et ce panel que nous avons aujourd'hui reflète absolument cet universalisme des droits. Nous avons la chance d'avoir, et merci aux organisateurs, d'avoir pu réunir 2 Européens, un Africain, un Argentin, une Indonésienne, donc de toutes les parties du monde, cette vision que vous allez partager avec nous maintenant, de vos différents points de vue. Je vais commencer tout de suite par Antoine Bernard. Antoine Bernard est directeur du plaidoyer et de l'assistance de Reporters sans frontières, mais également ancien directeur exécutif de l'AFIDH, co-directeur scientifique du master sur les droits de l'homme et le droit international, le droit humanitaire de Sciences Po, et bien sûr, à Reporters sans frontières, l'une des plus grandes questions que vous vous posez et sur lesquelles vous répondez, c'est cette question de la liberté d'expression, c'est aussi les dérives de la sphère et les limites de la sphère informationnelle face au numérique, aux nouvelles technologies et tous les défis que portent sur nos démocraties ces manipulations de l'information. Donc Antoine, je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un très grand plaisir d'être parmi vous. Et sans surprise, je vais partager quelques réflexions sur l'article 19 de la Déclaration universelle des droits humains, donc sur la liberté d'opinion et d'expression. Mais ce faisant, finalement, on en a bien conscience, eh bien, transversalement, on va toucher à absolument tous les domaines. Puisque de tous ces domaines-là, nous cherchons à parler, à échanger, à communiquer, à recevoir des informations, à en émettre pour nous forger nos opinions. On est vraiment au cœur des conditions de l'effectivité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on se dirait, mais au fond, liberté d'expression, en quoi est-ce un enjeu diplomatique, puisque c'est le régime de la liberté et qu'on voit bien, ça foisonne. Tout le monde s'exprime. Tout le monde s'exprime. Des États forgent même leur politique d'expression. Au-delà, en réalité, de tentatives de capture de la conversation publique, de maîtrise, de contrôle, de contrainte de l'espace public. On voit donc déjà qu'il y a des enjeux de liberté extrêmement importants. On voit aussi, et je voulais juste vous donner quelques indications, un petit peu simples pour un peu poser le contexte. On voit en matière simplement de liberté de la presse, le mandat de base de Reporters sans frontières. Eh bien, cette liberté de la presse, on en a peu conscience, est sous contrainte aujourd'hui dans 7 États sur 10. En d'autres termes, depuis là où nous sommes déjà dans ces sociétés ouvertes dans lesquelles nous avons la chance de vivre, des privilégiés. Dans 7 États sur 10, nos concitoyens n'ont pas la possibilité d'accéder à une pluralité de sources fiables d'informations suffisantes pour se forger librement une opinion, pour s'autodéterminer en tant que citoyen. 6 fois, deuxième chiffre. 7 États sur 10, premier chiffre. 6 fois, deuxième chiffre. 6 fois, la diffusion de l'information fiable est 6 fois moins rapide que la diffusion sur les réseaux sociaux des autres informations. 6 fois moins rapide. C'est désormais un chiffre connu, il date de 2018, c'est une étude du MIT. Troisième chiffre, 6 fois encore, les pages connues pour diffuser de fausses informations ont obtenu et obtiennent 6 fois plus de mentions j'aime, de partage ou d'interaction sur Facebook que les sources d'actualité dignes de confiance. Et c'est une étude qui a 2 ans maintenant, de chercheurs de l'Université de New York et de Grenoble-Alpes. Quatrième chiffre, 2 mois. 2 mois, c'est le temps qu'il a fallu à ChatGPT pour atteindre 100 millions d'utilisateurs après son lancement. 2 mois. Facebook, il a fallu 4 ans et demi à Facebook pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Une dernière étude, et elle est glaçante, elle vient de l'université de Leiden aux Pays-Bas, 90% des contenus disponibles seraient fabriqués par l'intelligence artificielle d'ici à 2026. Demain. Alors, ce sont des études. Évidemment, d'autres études peuvent venir les préciser, les contredire, mais on a des ordres de grandeur ici pour essayer de comprendre et poser le contexte à l'intérieur duquel s'exercent ces enjeux diplomatiques, politiques, militaires à propos de l'information, dont on sent, dont on comprend qu'il dépasse le seul enjeu, si j'ose dire, de la liberté d'expression. Ils vont en réalité affecter l'exercice de notre liberté d'opinion, la façon dont nous comprenons le monde et la société qui nous entoure pour nous déterminer, faire nos choix. On célèbre les 75 ans de la Déclaration universelle des droits humains, on célèbre les 30 ans de la Déclaration et du programme d'action de Vienne,
on célèbre les 25 ans de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, célébrons les 50 ans de la citation de Hannah Arendt. Il n'est pas de liberté d'opinion, ou la liberté d'opinion est un leurre, si le débat public n'est pas fondé sur les faits. Les faits. L'enjeu au cœur, l'enjeu clé au cœur des enjeux diplomatiques, politiques, militaires, c'est l'enjeu de la factualité, c'est-à-dire au fond l'enjeu de l'intégrité, l'enjeu de la transparence, l'enjeu de l'accessibilité. Et on mesure à quel point on mesure la gravité de ces enjeux. On les mesure comment? On les mesure devant nos yeux, tous les jours, en ouvrant nos téléphones, en ouvrant nos écrans, en constatant, en vivant les guerres informationnelles, subreptices, depuis toujours, présentes, constantes, depuis toujours, mais désormais à l'aune de ces conditions d'échange, à l'aune de la nouvelle structure de l'espace de l'information. Hier, cette place du village, cette place de la cité, garantie par ces lois nationales démocratiques. Aujourd'hui, un espace global, numérique, à réguler. Pour bien comprendre la problématique, je vais prendre juste un exemple. Une loi française, la loi Bichet de l'après-guerre, organise pour nous, citoyennes et citoyens, l'accès au pluralisme de l'information. Vous en avez encore, et nous en avons encore, le bénéfice, dehors, là, en croisant le premier kiosque à journaux qu'on croisera, il en subsiste quelques-uns, pour constater cette incroyable diversité d'offres qui nous est faite. Et si vous échangez avec le kiosquier, il vous dira qu'en réalité, il ou elle vend même pas 5% de cette offre au quotidien. Mais c'est une obligation légale pour nous. Qu'est-ce que ça devient à l'heure du clic? Où nous pouvons accéder à dans certains pays, pas partout, en tout cas dans 3 pays sur 10, où nous pouvons accéder à une pluralité d'informations, mais où nous allons être confrontés, et je termine là avec la pose du contexte, à d'autres types de problèmes. La façon dont fonctionnent les algorithmes, la façon dont fonctionnent les algorithmes. Je dis les algorithmes de recommandation comme si c'était une personne morale. Non. La façon dont les personnes morales qui organisent les algorithmes, c'est-à-dire les plateformes de réseaux sociaux et les moteurs de recherche, nous amènent à naviguer dans cet espace global et numérique de l'information et de la communication. Et elle nous amène à naviguer dans cet espace, pas n'importe comment, avec la prime et le profit à la division. La prime et le profit pour la plateforme, au doute, à l'incertitude, à la peur. Tout ça est désormais bien connu, aux bulles de filtre, à la réduction de la sérendipité, donc au fond à une réduction du champ de notre espace informationnel, alors que paradoxalement, on se trouve dans un espace globalisé et numérisé. Les guerres du Kremlin, elles se déroulent sous nos yeux pour la maîtrise de l'information. La guerre de Pékin pour l'exportation de son contre-modèle, c'est plus subreptice, mais c'est bien réel. Et Jean-Maurice Ripert pourra nous livrer, j'imagine, un certain nombre de témoignages de son expérience comme ambassadeur de France en Chine. Mais les guerres au Proche-Orient aujourd'hui nous montrent à quel point la propagande est prégnante, à quel point il a été impossible pour des médias internationaux de franchir la porte de Rafah pour entrer dans Gaza, à quel point les journalistes palestiniens aujourd'hui se trouvent en première ligne, y compris les correspondants et les salariés de l'AFP, de l'AP, de Reuters, qui sont sur place, qui essayent malgré tout de nous faire comprendre ce qu'il se passe en prenant des risques absolument énormes. Alors, relever le défi, et je conclus Delphine,
c'est, en tout cas pour RSF, essayer de relever 4 enjeux. 1, où parler? Où parler? C'est très compliqué de trouver et d'imaginer une régulation dans les enceintes classiques, pardon à l'Association française pour les Nations Unies, mais on sait que ce type de conversation aux Nations Unies est très largement voué à l'échec ou à la contrainte. Donc il faut imaginer, nous avons initié, et la France porte désormais avec 51 autres États, un cadre international de coopération sur ces sujets, sur le sujet de l'information et de la démocratie, qui s'appelle le Partenariat sur l'information et la démocratie, qui est porté et servi par un forum de la société civile pour imaginer des solutions. Deuxième point, imaginer des solutions précisément, à commencer par définir l'information fiable. Qu'est-ce que c'est une information fiable? À commencer par définir ce qu'est, par exemple, un média digne de confiance et mettre en place ou proposer des solutions ou des mécanismes pour que ces médias s'identifient comme tels et peut-être bénéficient de notre part d'une reconnaissance pour faire l'effort de s'astreindre aux devoirs de la profession. Ça signifie, quatrième et avant-dernier point, protéger et soutenir les journalistes dignes de ce nom comme antidote à la désinformation, là où il s'agit de journalisme digne de ce nom. Ça signifie enfin concevoir et instaurer un régime de responsabilité des acteurs de cet espace global de l'information, à commencer par les entités structurantes de cet espace que sont les plateformes de réseaux sociaux et les moteurs de recherche, dont je souligne qu'ils ont été depuis 30 ans bénéficiaires d'un régime juridique d'irresponsabilité, ce qui est quand même extraordinaire pour des organes de la société au sens de la Déclaration universelle des droits humains. Avec la législation européenne sur les services numériques, on commence à voir poindre le début d'un régime de responsabilité dont on voit à quel point il est indispensable pour essayer de les amener à adapter ou à changer complètement leur comportement. Bref, autant d'enjeux fondamentaux pour nourrir le sommet pour le futur en septembre 2024, qui doit d'ici là produire 2 livrables qui ont retenu l'attention de Reporters sans frontières et qui nous mobilisent énormément. Le premier est un code de conduite pour l'intégrité de l'information sur les plateformes. Ce sera un document du secrétaire général qui ne sera pas soumis à la négociation des États et dont la rédaction a été confiée à la secrétaire générale adjointe sur la communication qui s'appelle Melissa Fleming. C'est en cours d'exercice, nous y contribuons autant que nous pouvons. Le deuxième produit sera un pacte mondial sur la technologie, un pacte sur la tech, qui va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions, mais là, ce sera un document négocié avec les États, il aura donc plus de poids politique, mais on mesure également à quel point la barre risque d'être considérablement réduite quant à son contenu, donc c'est une vraie bataille, donc vous comprendrez qu'RSF y soit très engagé. Je vous remercie. Merci beaucoup, et on voit ces enjeux fondamentaux pour notre avenir à tous. Ils sont déjà contemporains, mais pour l'avenir encore plus. Et donc tous les jeunes qui sont aussi ici parmi nous vont devoir traiter tous ces sujets de façon encore plus que ce que nous avons dû le faire. Et maintenant, je voudrais introduire une personnalité absolument extraordinaire dans le parcours tellement riche dans différents secteurs. Adama Dieng, qui a été secrétaire général de la Commission internationale des juristes, greffier du tribunal pénal international sur le Rwanda, ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger. Et surtout, et c'est ce que vous faites maintenant qui va nous passionner également, le président de l'Alliance panafricaine pour la transparence et la primauté du droit. Donc, quelle est votre vision justement de là où vous travaillez sur ces enjeux diplomatiques de la DUDH? Merci bien, Madame l'ambassadrice. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci à l'ambassadeur Huppert, à Emmanuel Decaux, pour vraiment l'organisation de cette journée. J'aurais bien aimé voir une telle journée se répéter à travers le monde, parce que c'est un moment extrêmement important. 75 ans, ce n'est pas petit. Et 75 ans
à l'heure où notre monde traverse de multiples crises, il était important de nous réunir. Et surtout, ce qui me réjouit, c'est de voir dans cette salle que la moyenne d'âge est certainement de 20 ans, ce qui veut dire que nous avons ici des jeunes qui vont partir de cette salle avec certainement un défi, pour ne pas dire des défis à relever. Nous avons essayé, nous sommes d'anciens combattants, et c'est peut-être la raison pour laquelle Emmanuel Decaux et l'ambassadeur Ripert nous ont choisis pour la dernière table ronde afin de peut-être partager avec vous quelques éléments de ce qui reste de notre sagesse. C'était en 1976, j'étais invité à Navarrenx par le professeur Henri Lefebvre pour participer à un colloque sur la crise du marxisme et la crise de la psychanalyse. Henri venait de publier peu de temps avant un livre sur le temps des crises. Mais je crois qu'aujourd'hui, on pourrait certainement aussi parler de la crise de l'universalisme. Mais avant d'entrer dans ce vif du débat, je voudrais simplement rappeler, étant en tout cas sénégalais, africain, comme l'a rappelé tout à l'heure Delphine, que l'histoire des droits de l'homme n'appartient à aucun peuple. Et que chez moi, il y a un proverbe qui dit « Nit nitai garabam ». L'homme est un remède pour l'homme. Et il y a aussi en Afrique du Sud un proverbe qui est tiré de la philosophie Ubuntu, qui est Umuntu, Ngumuntu, Ngabantu. Une personne humaine, c'est toutes les personnes humaines. La DUDH, on nous l'a rappelé tout à l'heure, elle est porteuse pour chaque être humain d'un message de dignité humaine. Et Emmanuel, dans son mot introductif ce matin, nous a rappelé que la DUDH doit rester notre boussole morale et notre ancrage juridique. Mais pour débattre de la DUDH comme enjeu diplomatique, il convient entre autres de rappeler qu'avec René Cassin, les droits de l'homme n'étaient plus seulement internationaux. Il a eu le génie de les rendre universels, de manière convaincante, un changement de paradigme. Le conflit qui fait rage au Moyen-Orient illustre bien ce paradigme, avec des manifestations massives partout dans le monde, principalement en faveur des Palestiniens. Ce conflit a eu en effet un écho universel, peut-être plus, je dirais que dans le sens de René Cassin, il nous semble à tous avoir une pertinence universelle, peut-être plus ou mieux que tous les autres conflits en cours. Et c'est avec pertinence que ce conflit s'invite naturellement à cet événement et à notre table ronde. Ce conflit reflète de manière convaincante le défi que représente l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans le domaine diplomatique. L'enjeu diplomatique est davantage compliqué par le fait que la DUDH est souvent considérée, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, Delphine, est souvent considérée comme un concept occidental non applicable aux autres cultures et sociétés. Et cela conduit certains pays, bien sûr, à hésiter à adopter pleinement les principes de la déclaration et à rendre difficile l'application de normes relatives aux droits de l'homme dans certaines parties du monde. On a parlé de la Chine, on pourrait parler d'autres pays. La liste est hélas trop longue. Et en outre, certains observateurs craignent que la promotion des droits de l'homme puisse être utilisée comme un outil de gain politique ou géopolitique, ce qui pourrait saper la légitimité de la promotion des droits de l'homme. Les droits de l'homme peuvent-ils être promus avec autant de force et de légitimité dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine,
alors que ces mêmes droits de l'homme ne sont pas promus avec la même force dans le contexte de la guerre entre Israël et la Palestine. Les pays occidentaux sont de plus en plus accusés d'avoir une approche déséquilibrée ou appliquent 2 poids, 2 mesures. Malgré ces défis, mis en lumière par l'horreur de l'attaque du Hamas le 7 octobre et les représailles massives et brutales d'Israël sur Gaza, la DUDH reste un document très important qui fournit un cadre pour la promotion et la protection des droits de l'homme partout dans le monde, tout en étant parfaitement applicable à la crise au Moyen-Orient. Pour faire court, la communauté internationale est désormais consciente que si ce conflit israélo-palestinien n'est pas résolu, si l'on ne pratique pas la science et si l'on ne respecte pas la philosophie de René Cassin et la DUDH, il sera très difficile, voire impossible, de promouvoir et encore moins d'appliquer les droits de l'homme dans les régions du monde où les peuples, les régimes et les parties prenantes ne croiront pas à ces valeurs ou, pour être plus précis, nieront à notre village planétaire la capacité ou la volonté d'être fidèle à ce que nous professons et son aptitude à mettre en œuvre ce que la communauté internationale enseigne. En outre, la DUDH, outil de diplomatie et de coopération internationale, a également été utilisé comme un instrument géopolitique pour promouvoir certains intérêts, comme l'illustre la différence flagrante de traitement et d'appréciation entre les violations des droits de l'homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le conflit russo-ukrainien et le conflit israélo-palestinien. Depuis l'adoption de la déclaration, nous avons connu plusieurs crises de l'universalisme. Il y a eu des tentatives de remise en question de la notion même des droits de l'homme, résultant de la perception des États ciblés, le plus souvent ceux du Sud, que l'Europe et les États-Unis utilisaient les droits de l'homme comme instrument de leur politique d'ingérence dans les affaires internes des 10 États. D'aucuns n'ont pas hésité d'ailleurs à parler d'impérialisme juridico-politique de l'Occident, surtout lorsqu'il a été question d'introduire des politiques de conditionnalité de l'aide au développement. J'avais préparé il y a quelques années un papier pour l'OCDE sur la question de la conditionnalité au respect des droits de l'homme. Et au moment de l'adoption de la déclaration, on l'a rappelé ce matin, on ne peut pas nier que ce sont les représentants des pays occidentaux qui ont déterminé l'opinion de la majorité. Les absents n'ont évidemment pas influencé le contenu des dispositions édictées par la déclaration, et celle-ci n'a pas pu refléter la philosophie et les aspirations confucianistes, islamiques et africaines. Mais il reste que l'idée de droit applicable à tout homme, quelle que soit sa nationalité, postule l'universalisme des droits de l'homme, sans toutefois que cet universalisme masque totalement certaines spécificités dues à l'histoire ou à la culture. Assurément, nous avons assisté ces dernières 50 années à une marche des droits de l'homme vers l'universalisme, même si nous avons parfois enregistré des pauses forcées, voire des reculs. Et aujourd'hui, avec la montée des extrémismes de droite, avec le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'universalisme est en danger. Et pour nous, la notion d'universalisme ne signifie pas uniformité, et au contraire, devrait s'enrichir de la diversité. Et c'est mon maître, le juge Kebambaï, paix à son âme, qu'il a éloquemment théorisé quand il affirme, et je cite, « L'universalisme des droits de l'homme est une sorte de mouvement sinusoïdal fait d'avancées et de retours, secoué par une dialectique qui provoque parfois des crises et modifie subitement la marche d'un courant ou parfois même la transforme. » Ainsi donc, cette diversité finit par tendre vers une harmonisation acceptant le droit à la différence, c'est-à-dire vers l'universalisme, et dès lors se développe une tension entre, d'une part, cet universalisme et le principe de la compétence nationale des États
inscrit dans l'article 2, paragraphe 7 de la Charte de l'ONU, disposition qui interdit l'intervention dans les affaires relevant essentiellement de la compétence nationale. Il y a alors inévitablement une opposition entre, d'une part, le fait que d'un côté, les droits de l'homme sont devenus une obligation internationale et que de l'autre, il faut se garder d'intervenir dans les affaires intérieures des États. Cependant, il est de fait que les droits de l'homme, aux yeux de ceux qui les proclament, n'ont que peu souvent l'ambition universaliste. Et tout d'abord, il ne faut pas oublier que pour les besoins de la colonisation, l'universalisme avait déjà été battu en brèche. Et malgré la générosité des rédacteurs de la déclaration de 1948 et leur volonté manifeste d'étendre son application aux territoires placés sous la juridiction des États membres, il faut bien reconnaître que les populations sous domination étrangère étaient dans la pratique privées de ces bienfaits et leur absence au moment de son élaboration apparaît notamment à travers certaines lacunes ou insuffisances dont la plus criarde est l'omission du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cela a été rattrapé, mais aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous efforcer de faire passer avant tout l'humain, le respect de la dignité humaine, avant de faire passer les intérêts économiques. C'est plus facile à dire pour moi de la société civile que pour la diplomate que vous êtes, et cela est valable, pour parler d'une expérience personnelle, lorsqu'il s'est agi de parler du génocide des Rohingyas au Myanmar. John Kerry, que j'ai vu il y a 4 jours à Dubaï, a eu le courage de dire « Personnellement, ce qui se passe amount to genocide ». La Maison-Blanche ne voulait pas s'y mêler. Et c'est pour dire combien c'est difficile. Un congressman américain qui voulait que je parle des Ouïghours en Chine hésitait à le faire à l'époque publiquement parce que les États-Unis protégeaient une société américaine qui devait signer un contrat avec la Chine. Donc c'est pour dire qu'il y a un enjeu diplomatique. Qu'est-ce qui passe en premier? Et je terminerai tout simplement pour rappeler les mots du président Mitterrand lorsqu'il nous avait fait l'honneur de nous inviter en 1988 à dîner à l'Élysée. Il disait ceci en évoquant le coup qui était intervenu au Chili, qui avait renversé Allende. L'oppression se nourrit du silence. Donc je crois qu'il est extrêmement important que là où des peuples sont opprimés, là où des individus sont opprimés, et que nous ayons le courage de prendre la parole et de parler pour dénoncer cette oppression. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette vision historique et universelle de l'universalisme, justement. Et maintenant, la parole à une vision européenne de Isil Gachet, qui est ancienne directrice du bureau du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et qui également ancienne secrétaire de la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance, une commission extrêmement importante du Conseil de l'Europe. La parole est à vous. Oui. Bonjour tout le monde. J'ai un peu des petits problèmes de voix, donc excusez-moi pour cela. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et ce sera difficile, après l'intervention très intéressante d'Adama, de retenir votre attention, mais je vais essayer de le faire. Alors, les droits de l'homme sont souvent un enjeu diplomatique dans les relations internationales, et l'adoption même de la Déclaration universelle en 1948 est un exemple réussi de défense des droits de l'homme par la diplomatie, puisque sa création est le résultat de négociations diplomatiques entre les États membres de l'ONU. C'est aussi la Déclaration universelle qui a jeté les bases du droit européen des droits de l'homme, l'année suivant l'adoption de la Déclaration, en 1949, c'était la création du Conseil de l'Europe, qui est devenue l'organisation régionale au niveau de la région Europe de la mise en œuvre
des normes de protection des droits de l'homme inscrites dans la Déclaration universelle et les autres instruments des Nations unies. Le Conseil de l'Europe regroupe 46 États membres et se veut le gardien des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit dans le continent européen. Il sert en fait surtout de référence sur le plan des valeurs et il est devenu en quelque sorte la conscience de l'Europe, comme on dit, à une époque où celle-ci est en fait beaucoup décriée et où les valeurs en question sont parfois remises en cause. Aujourd'hui, il n'est pas rare que l'engagement de l'Europe envers les droits de l'homme soit remis dans les enceintes internationales, et Adama en a parlé tout à l'heure. L'accusation d'utiliser le 2 poids, 2 mesures revient de plus en plus souvent et nuit beaucoup aux efforts diplomatiques européens dans le domaine des droits de l'homme. Si on revient aux fondamentaux, l'événement que nous avons célébré aujourd'hui, l'adoption de la Déclaration universelle, était surtout une promesse qui était faite au monde et le début d'un chemin basé sur l'article 1er, celui de l'égale dignité de tous les êtres humains. À cette époque, sur ce chemin, l'Europe avait ou était perçue comme ayant indéniablement de l'avance. 75 ans plus tard, le tableau a beaucoup changé et le sentiment d'enthousiasme vis-à-vis du rôle et de la place de l'Europe dans la promotion et la défense des droits de l'homme est beaucoup plus mitigé. Ma trajectoire personnelle est intimement liée à celle du Conseil de l'Europe. Et j'ai vécu la plupart des grands bouleversements, il y en a eu, qui ont jalonné l'histoire de cette organisation, à laquelle je crois toujours, tout en étant consciente de ses forces, mais aussi de ses faiblesses. Je pense sincèrement que l'on peut tirer une vraie fierté de ce qui a été réalisé par l'Europe collectivement depuis 75 ans pour réaliser la promesse faite lors de l'adoption de la Déclaration universelle. Nos systèmes sont aujourd'hui parmi les plus avancés au monde. Mais il n'y a pas de place pour la complaisance, car un certain nombre de craquements de plus en plus forts dans ces systèmes devraient nous réveiller, comme un wake-up call, comme on dit. Alors d'abord, qu'est-ce qui a bien marché et qu'avons-nous réussi à bâtir, nous Européens, par la diplomatie des droits de l'homme? Tout d'abord, et ce n'est pas rien, nous avons réussi à faire de l'Europe la première région du monde où la peine de mort n'existe plus. Le Conseil de l'Europe a créé une zone sans peine de mort dans ses 46 États membres en plusieurs étapes, dont la dernière en 2002 est très importante, c'est l'adoption du protocole 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, abolissant la peine de mort en toutes circonstances, c'est-à-dire également en temps de guerre ou de menaces imminentes de guerre. Les réserves et dérogations au protocole ne sont pas possibles. Ensuite, et c'est une très grande avancée, la mise en place du système de la Convention européenne des droits de l'homme, bien sûr. C'est sans conteste l'étape la plus élaborée pour la garantie collective de nombreux droits énoncés dans la Déclaration universelle. La Convention protège un ensemble de droits fondamentaux qui sont garantis à toute personne, sans condition de nationalité, à toute personne relevant de la juridiction des États membres du Conseil de l'Europe. Et le mécanisme de la Convention, la Cour européenne des droits de l'homme, garantit que les principes de la Convention sont respectés et mis en œuvre dans les États membres. Et enfin, en vue de compléter les dispositions de la Convention européenne, d'apporter des réponses adéquates aux nouveaux défis et d'assurer un suivi constant,
le Conseil de l'Europe a créé des outils supplémentaires, tels que, par exemple, le Comité européen pour la prévention de la torture, le CPT, l'ECRI, la Commission européenne de lutte contre le racisme et l'intolérance, qu'on a cité tout à l'heure, très chère à mon cœur, et qui est une commission pour lutter contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance dans tous les États membres du Conseil de l'Europe. Enfin, le Conseil a aussi établi en 1999, et c'est la dernière institution, droits de l'homme, qui a vu le jour, l'institution du commissaire aux droits de l'homme. Institution indépendante et impartiale, chargée de promouvoir le respect effectif des droits de l'homme dans les États membres, en se rendant régulièrement sur place dans les pays et en interagissant avec les gouvernements et la société civile. La Convention, la Cour et l'ensemble du système de protection des droits de l'homme mis en place par le Conseil de l'Europe, y compris tous les autres traités et mécanismes de droits de l'homme que je n'ai pas cités aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, sont devenus une référence, on peut le dire, dans le monde entier. Mais, et là, ça sera la deuxième partie, il y a aussi le revers de la médaille. Le revers de la médaille, c'est tout ce que nous avons pu constater ces dernières décennies. Le système de la Convention a été attaqué et délégitimé à plusieurs reprises dans certains pays européens. Des arrêts clés de la Cour n'ont toujours pas été mis en œuvre. Et les États échouent souvent ou n'essayent même pas de résoudre les problèmes structurels qui privent les gens de leurs droits protégés par la Convention. En dirigeant le bureau du commissaire aux droits de l'homme de 2009 à 2021, j'ai pu voir les signes d'un manque croissant de respect des normes les plus fondamentales en matière de droits de l'homme dans des États membres du Conseil de l'Europe. Et cela nécessiterait une attention beaucoup plus sérieuse et une action beaucoup plus résolue de la part des États au sein du système collectif de l'organisation. À long terme, la non-application des droits garantis par la Convention et le mépris des principes fondamentaux du droit international peuvent avoir des conséquences désastreuses. La guerre est revenue sur notre continent. Le cas de la Fédération de Russie apparaît comme l'un des pires exemples de mépris des droits de l'homme en Europe. L'attaque militaire contre l'Ukraine a causé de terribles souffrances et des milliers de personnes ont été tuées, dont des centaines d'enfants. Mais la situation actuelle n'est pas arrivée du jour au lendemain. Pendant des années, le gouvernement de la Fédération de Russie a ignoré les arrêts de la Cour et les recommandations du Conseil de l'Europe, y compris les recommandations des commissaires successifs. L'impunité non résolue pour les graves violations des droits humains résultant de la guerre en Tchétchénie a été constatée par le commissaire Thomas Hammerberg dans le rapport que nous avons rendu public après sa visite dans le Caucase du Nord, ceci en mai 2011. En septembre 2014, son successeur, le commissaire Nils Muižnieks, a effectué une mission en Crimée, qui était la première évaluation de la situation des droits de l'homme à être réalisée sur place depuis l'annexion illégale de la péninsule, en mars de cette année-là. Cette mission à laquelle je l'ai accompagnée nous a permis de documenter les violations graves de droits de l'homme, dont des exécutions, des disparitions forcées et des détentions arbitraires qui s'étaient produites en Crimée depuis mars 2014.
La commissaire actuelle, Dunja Mijatović, a souligné à maintes reprises depuis sa prise de fonction en avril 2018 la répression interne brutale de la dissidence et de la liberté d'expression en Russie. L'agression terrible contre l'Ukraine et son peuple montre ce qui peut arriver lorsqu'un État ne respecte pas le droit international. Au-delà de ce qui s'est passé avec la Russie, qui est un cas extrême, il y a aussi les voix que nous entendons dans certaines régions de l'Europe, y compris d'anciens États membres et même de membres fondateurs du Conseil de l'Europe, remettant en cause l'idée des droits de l'homme et du multilatéralisme dont dépend le système de la Convention. Compte tenu de ces voix qui deviennent de plus en plus stridentes, pouvons-nous vraiment être sûrs que notre culture des droits de l'homme se maintiendra? En tout cas, la question est ouverte. Tout cela met à mal la crédibilité de l'Europe quand elle parle de droits de l'homme au reste du monde. Et le test ultime pour la crédibilité en cette matière est et sera celui de la migration. Avec ça, je termine très vite. La crise des réfugiés que nous avons vécue sur notre continent a mis en évidence de graves violations des droits de l'homme dans le traitement appliqué par nombre de pays européens aux demandeurs d'asile, réfugiés et migrants. Pratiques de refoulement, refus de secourir les bateaux en détresse, conditions de vie indignes et traitements inhumains sont les caractéristiques communes d'une approche axée uniquement sur la sécurité des frontières, mais qui en fait menace simplement des vies. La Méditerranée, considérée comme le berceau de la civilisation européenne, est devenue un cimetière à ciel ouvert. Des personnes meurent ou disparaissent dans les Balkans occidentaux et des personnes meurent en cherchant à joindre le Royaume-Uni par la Manche. Les trois commissaires avec lesquels j'ai travaillé ont toujours souligné que des politiques d'immigration qui ne sont pas fondées sur les droits de l'homme, non seulement échoueront totalement à empêcher les migrants et les demandeurs d'asile de venir, mais trahiront également les valeurs, encore les valeurs, mais les valeurs que nous défendons. Tout en étant conscients que gérer les migrations n'est certes pas une tâche facile, ils et elles ont demandé en permanence au gouvernement en Europe de ne pas utiliser ces difficultés comme prétexte pour piétiner nos obligations de protéger ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Je suis bien sûr d'accord avec eux, et pour ma part, je pense que c'est aussi une question de principe qui définit notre identité. Voilà. Merci beaucoup. Et à l'aune des droits de l'homme, effectivement, chaque pays doit se regarder et balayer devant sa porte et continuer. C'est un processus qui appartient à tous. Il n'y a pas de pays parfait. C'est une route. Moi, j'utilise souvent, c'est un chemin. On va vers les droits de l'homme et chacun doit effectivement s'améliorer. Maintenant, après cette vision européenne, nous allons entendre une vision venant de l'Argentine. Fabian Salvioli, professeur à l'Université de La Plata, ancien président du Comité des droits de l'homme, rapporteur spécial sur la justice transitionnelle. Cette justice transitionnelle qui est un élément si important pour reconstituer justement le consensus et le vivre ensemble après les conflits. Il est en ligne. J'espère qu'il est bien avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour à tout le monde. Je tiens à remercier à l'Association française pour les Nations Unies et à la Fondation René Cassin, mon cher collègue Sébastien Tussier et mon maître Emmanuel Decaux, pour l'amable invitation à participer à cet événement important, significatif pour ceux d'entre nous qui travaillaient dans le domaine des droits de l'homme dans différentes parties du monde. Donc,
C'est un grand honneur pour moi de partager ces panels avec des éminents collègues que j'apprécie énormément. Il y a 75 années, comme au Palais Chaillot, comme vous avez évoqué pendant toute la journée, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est ainsi qu'a commencé la construction des droits internationaux de la personne humaine. Je pense que c'est l'héritage le plus important, l'héritage le plus important que la science juridique a donné à l'humanité. L'objectif de cette table ronde est d'examiner de manière critique la Déclaration universelle des droits de l'homme en tant que question diplomatique. Je voudrais faire quelques remarques à cet égard. Les droits de l'homme, en tant que proposition, représentent une vision pour la reconstruction et le fonctionnement harmonieux des sociétés. Les droits de l'homme ont été la réponse idéologique, civilisée, si vous voulez, si vous me permettez, à la déshumanisation, aux atrocités et à la barbarie, pour éradiquer définitivement la discrimination qui a conduit à des pratiques d'extermination des masses. Les droits de l'homme sont identifiés comme une valeur de la communauté internationale, une valeur de la communauté internationale fondée sur le paradigme de la paix. Les droits de l'homme apparaissaient à l'horizon comme un programme politique puissant, une feuille de route à suivre par les États dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Se conformer aux objectifs de l'État de droit démocratique avec l'accompagnement et l'assistance de la communauté internationale et bien sûr sous la supervision naturelle de la communauté internationale à travers des mécanismes établis à cet effet. Donc, pourquoi alors assistons-nous à un monde profondément violent avec une augmentation dangereuse de la discrimination et la xénophobie, comme on a écouté à la dernière présentation, avec des taux d'exclusion sociale et de pauvreté jamais vus auparavant, et avec des nouvelles menaces telles que le terrorisme fondamentaliste ou les changements climatiques. Quelles ont été les défiances du système international? Premièrement, à mon avis, la division artificielle entre la paix et les droits de l'homme. Le système international qui a été créé par la Charte des Nations Unies, a artificiellement séparé le traitement de la paix et de la sécurité de la protection des droits de l'homme, comme s'il s'agissait de compartiments étanches. Cela a relégué les droits de l'homme à une place périphérique au sein de l'Organisation des Nations Unies. Et la voie des organes conventionnels de défense des droits de l'homme et des procédures spéciales n'a pas eu l'impact nécessaire aux oreilles des décideurs politiques. Aujourd'hui, les conséquences de cette erreur sont en train d'être payées. Malgré l'évolution juridique des droits de l'homme, les 70 dernières années ont été marquées par des violations massives et systématiques de la dignité humaine dans de nombreux pays du monde. Je sais bien de quoi je parle autant que rapporteur spécial sur la justice transitionnelle. Deuxièmement, la faiblesse du système international des droits de l'homme. Il faut rappeler que l'article 28 de la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre que toute personne a droit à l'établissement d'un ordre social et international, dans lequel les droits et la liberté proclamés dans la Déclaration sont pleinement réalisés. Bravo, mais cependant ça,
le système international qui a été mis en place est encore très, très faible. Les Nations Unies n'ont pas une cour des droits de l'homme spécifique, et il est difficile de procéder à une réforme visant à harmoniser et rendre la protection plus efficace, car les États ne sont pas vraiment intéressés par un processus de renforcement. Dans la pratique, les déclarations des organes conventionnels, les décisions des organes conventionnels des droits de l'homme sont également dépourvues de valeurs juridiques contraignantes. Ces positionnements qui fragilisent le système ne viennent pas seulement des États, mais souvent de l'intérieur. Des organes de défense des droits de l'homme eux-mêmes, ce qui provoque une énorme frustration chez ceux qui se tournent vers les mécanismes internationaux comme dernier espoir de justice. Troisièmement, les doubles standards. Mon cher ami Adama, que je vais saluer très chaleureusement, a évoqué ça. Les doubles standards. Si on regarde les scénarios du Conseil des droits de l'homme maintenant, à Genève, fait preuve aujourd'hui, à quelques exceptions près, parce qu'il y a toujours quelques exceptions, mais fait preuve d'un comportement de double standard. Deux mesures face aux violations des droits de l'homme, ça dépend. Les États signalent avec insistance les violations commises par ceux qui n'ont aucune affinité politique ou économique avec eux, tout en restant en silence, silencieux face aux atrocités perpétrées pour des régimes amis. Cela génère également dans les sociétés le sentiment que les droits de l'homme sont politisés, ce qui détourne l'attention de la discussion. Il n'y a pas un débat sur les faits de violation des droits de l'homme et le débat se focalise si la position est politique ou non. Quatrièmement, les faux arguments du relativisme culturel, Madame la Présidente, vous avez bien évoqué à la présentation du panel, et surtout après la conférence de Vienne, la conférence de Vienne de 1993, un grand nombre des États ont tenté de se soustraire à leurs obligations en matière de droits de l'homme en se cachant derrière la culture sociale ou les traditions. Cela met gravement en péril la valeur universelle des droits de l'homme et par conséquent les concepts mêmes des droits de l'homme. Les droits de l'homme sont universels ou ne sont pas droits de l'homme. Cinquièmement, la résurgence des nationalismes extrêmes dans de nombreuses sociétés, en particulier en Europe, comme on vient d'évoquer, on assiste à un recul vers des nationalismes d'exclusion qui considèrent la migration comme une menace et établissent des politiques communautaires aux résultats très, très douloureux que nous vivons tous les jours en Méditerranée, comme a été évoqué aussi. Donc, l'incrédulité à l'égard de la politique et la montée des leaders anti-droit, c'est un problème. La frustration sociale met l'état des droits en crise. La démocratie et les droits de l'homme sont deux valeurs indissolubles. Donc, l'arrivée au pouvoir des leaders anti-droit représente en soi une menace sérieuse pour la démocratie et aussi pour la paix sociale. C'est à cause de ça, c'est à cause de ça. C'est maintenant qu'il faut parler plus clair et d'agir comme il faut. Permettez-moi de poursuivre en décrivant ce que je considère comme la voie à suivre. Évidemment,
rétablir la validité de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais pas seulement de la déclaration, mais aussi de ses principes et de ses valeurs. Je parle de l'universalité. Je parle aussi de la indivisibilité des droits. Les droits économiques, sociaux, culturels, ambientaux ont les mêmes valeurs que les droits civils et politiques. Les États doivent agir diplomatiquement dans l'intérêt de la communauté internationale. Les États doivent éviter les doubles standards. Ça, c'est indispensable. Les États doivent se conformer aux engagements internationaux et aux décisions des organes de surveillance. Il faut renforcer des organes conventionnels des droits de l'homme. C'est dommage que le professeur Toussaint n'a pas été réélu dans un des organes les plus importants, non? Le comité contre la torture, l'organe que surveillance est chargé de la surveillance de la Convention contre la torture. Il faut renforcer aussi le travail des procédures spéciales. Moi, je reçois d'habitude beaucoup d'attaques provenant de divers États. Ceux qui siègent dans les instances internationales doivent agir avec beaucoup de professionnalisme aussi, d'indépendance, d'impartialité et d'éthique. Des décisions et des prises de position solidement étayées afin de contribuer à la mise en œuvre. Les Nations Unies doivent comprendre qu'il ne s'agit pas de maintenir la paix. Il ne s'agit pas de maintenir la paix, mais de construire la paix. Et la seule façon d'y parvenir est le respect et la garantie des droits de l'homme sans discrimination. C'est ça le meilleur hommage, que l'on puisse rendre à Eleanor Roosevelt, à René Cassin, bien sûr, à Charles Malik, à Sean Humphrey, à M. Chang et à tous ceux qui ont produit ces merveilleux documents écuméniques et véritablement universels. Célébrons comme il se doit la déclaration de 1948 en réaffirmant notre attachement à la cause des droits de l'homme. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et c'est vrai que quand on pense que les droits de l'homme sont le 3e pilier des Nations Unies, ils n'ont pas le tiers des financements des Nations Unies. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose que l'on demande de renforcer. On a besoin de plus de moyens pour toute l'action qui est faite de défense des droits de l'homme. Merci pour votre intervention. Et maintenant, la parole à Yuyun, je vais essayer de prononcer, Yaou Ningrum, qui est membre pour l'Indonésie et président de la Commission intergouvernementale des droits de l'homme de l'ASEAN, également en vision, et nous sommes très heureux de vous écouter. Thank you. Can you hear me okay? I hope so. Good evening. Thank you for having me in this important event to commemorate the 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights. My name is Yuyun Wahiningrum. I'm the representative of Indonesia to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, or AICHR, and currently the chair of AICHR. I will be speaking on regional perspectives, diplomacy, and challenges against universality of human rights, especially in Southeast Asia. 75 years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the body of international human rights law, as well as the institutions to promote human rights, have become both vast and complex. While Universal Declaration of Human Rights remain relevant to the realities where we are in, the evolution and dynamic development of international human rights law have neither been linear or static, and there seem to be no endpoint. Universality of human rights remains a topic to be discussed, tested, questioned, and also defended. Distinguished speakers and participants, as societies continuously evolve, so does the way which human rights are internalized and manifested. Human rights values and principles are now incorporated in the constitutions
of most countries in the world, including in Southeast Asia. As a result, not only is human rights law codified, interpreted, and applied in multiple locations, international human rights have been domesticated as well, co-shaping governmental, political, and societal interests and beliefs in required interventions, including in my region, Southeast Asia. Human rights are also included as part of regional project, which involves the adoption of foundational human rights instruments and the creation of both judicial and semi-judicial regional human rights mechanism with mandates to promote and protect human rights, as well as to monitor that compliance with human rights norm. The inclusion of human rights as part of regional identity may help regional organizations establish the image of being a group of modern states that uphold progressive values in the eyes of international community. The regional human rights system is usually established as part of broader political dynamics in the process of regional integration that is regulated by member states. The scope of work and the power of regional human rights system were often decided on the basis of interests of the state involved, regimes, and levels of political or economic influence, or both. The strength and the impact of the regional human rights system depend primarily on the extent to which it is embedded in the overall political regional structure and its contribution to conflict resolution and political transitions. The member states control scope of work and power of the regional human rights system. Because of this, some regional systems struggle with inadequate legal and institutional framework, which result in their inability to fulfill their mandates effectively, including the inability to respond to human rights issues promptly. The regional circumstances often play a crucial role in shaping its structures, norms, and the framework of human rights system. More than a decade ago, ASEAN, the Association of Southeast Asian Nations, made a radical pivot on human rights from variously rejection, abuse, denial, and indifference to institutional embrace and rhetorical enthusiasm by inaugurating the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, or AICHR, in 2009. The international human rights regime, long absent a regional counterpart in Asia, could now look at a sub-regional institutional framework covering 10 ASEAN member states: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, and Cambodia. It is very important to perceive that the evolution of ASEAN regional normative framework on human rights as a fixed product, but recognize that it was established in a particular points of history. As a political project over time, ASEAN regional normative framework on human rights may evolve to becoming potentially an authoritative forum for human rights standard setting. This involves a series of discussion, contestation, negotiations, consultations among relevant political actors in ASEAN to produce and reproduce structures, norms, and a framework that typically seek to accelerate, modify, or occasionally reverse the direction of social change within the region. 2012, ASEAN adopted the ASEAN Human Rights Declaration. The drafting of ASEAN Human Rights Declaration occurred in 2011 to 2012. During the process of drafting, the debates related to universality and international character of human rights continue to be at the top of the contestation. Some member states expressed objection to the universality of human rights and insisted that realization of human rights in ASEAN must be accordant to the context of regional and national political, economic, social, cultural, historical, and religious background. Some of the rest of member states insisted
that the context and the text of the ASEAN Human Rights Declaration must conform to the international regime of human rights, while another member states argued that the ASEAN Human Rights Declaration must contain a guarantee that the rights of the state to be above the claims of universal human rights and freedom. The debate continued on that the regional normative framework on human rights, including the ASEAN Human Rights Declaration, must consider national law along with the international human rights law, and therefore ASEAN Human Rights Declaration had to reflect the diversities and realities of the ASEAN countries. The process of drafting ASEAN Human Rights Declaration also provided insights into the way in which some ASEAN member states perceive international human rights law. While one member state believed that ASEAN Human Rights Declaration must uphold the international human rights standards, at the same time, it must not copy the content of UDHR entirely because it was based on two misconceptions. The first misconception, according to these member states, being the idea that human rights can be realized only through a legal approach or intervention. The second misconception being the notion that the effective implementation of human rights must put aside local culture and/or tradition and social institutions. The arguments put forward by this one member state suggested that the ASEAN Human Rights Declaration should qualify the universality of human rights by suggesting a particular way of institutionalizing and implementing human rights in ASEAN. On the other hand, some member states wanted to refrain from making any reference to international human rights law, including treaties, in the ASEAN Human Rights Declaration, despite the fact that all ASEAN member states ratified the convention, such as the UN Convention on the Right of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, as well as the Convention on the Right of the Person with Disabilities. A member state further argued that ASEAN should determine its common values in the spirit of unity in diversity and not be based on other internationally accepted definitions. Distinguished speakers and participants, despite all arguments, the ASEAN Human Rights Declaration was adopted on the 18 November 2012 in Phnom Penh, Cambodia, during the 21st ASEAN Summit. The adoption of ASEAN Human Rights Declaration also was to serve the purpose of establishing a framework for human rights cooperation and contributing to the building of the ASEAN community. The ASEAN Human Rights Declaration consists of the extensive list of civil and political rights and as well as the economic, social, cultural rights. In addition, it includes the specific protection for the person with HIV/AIDS and those who are vulnerable and marginalized, as well as the right to development and right to peace. The final text of the ASEAN Human Rights Declaration illustrates the duality of responses of ASEAN member states to international law. Thus, it both confirms the challenges in international law in ASEAN. On one hand, ASEAN Human Rights Declaration integrated some of the existing global international human rights law in it, but on the other hand, it refutes, removes, and modifies some of that law. Informed by this empirical encounter, as discussed here, I perceive that the duality approach to international law as a form of criticism of ASEAN member states to international human rights law as expressed by some. And thus, it is also a form of their resistance against uniformity. So, in many ways, ASEAN member states continue to support universality of human rights, but reject the uniformity of human rights. The process of shaping the regional normative framework on human rights in ASEAN in the period of 2007 until 2012 demonstrated a glimpse of various practices of state engagement with the international human rights law in ASEAN,
including states resistant to the certain human rights standards. It illustrates that the debate of human rights is not always within the dichotomy of East versus West or universalism versus particularism, but also about the relations between member states and international human rights law. It also shows that Asia or Southeast Asia consists of diverse states with different positions on the universality of human rights. Putting them in one category as Asia does not help to understand human rights in Asia. I thank you. Merci beaucoup. Merci, thank you so much for your intervention. Et nous avons 3 minutes pour pouvoir simplement conclure notre table ronde. Je demanderai à chacun d'entre vous, peut-être en un mot, de nous dire, voilà, rajouter peut-être une recommandation pour l'avenir tirée de cette table ronde. Peut-être, est-ce que Adama Dieng, je peux vous demander de commencer une réflexion suite à notre discussion. Très difficile. Ben écoute, ce sera très difficile de faire court, mais je dirais tout simplement, nous vivons des heures très, très difficiles. Nous sommes en train d'enregistrer des reculs, il faut l'avouer. Prenez tout simplement les récents votes au Conseil des droits de l'homme. Et je donnerai l'exemple du vote sur la question de la liberté, justement, d'expression d'opinion, si je peux l'exprimer ainsi. C'était relativement à la question de l'islamophobie. Il y a aussi les questions relatives à l'orientation sexuelle, donc la question des LGBTQ+. Il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut, parlant d'enjeux diplomatiques, tout simplement observer un moment et réfléchir et pour voir est-ce que le meilleur ne serait pas l'ennemi du bien? Et est-ce qu'il faut engager le dialogue? Je crois qu'il faut engager le dialogue, pour ma part. Donc, faire en sorte que l'on puisse se comprendre. Pour moi, il n'y a pas de choc de civilisation, mais il y a plutôt un choc des ignorances, que nous apprenions à mieux nous connaître. Et à cet égard, j'ai eu à contribuer à l'élaboration d'une déclaration qui s'appelle la déclaration de Marrakech, qui est une relecture de la constitution, la première constitution islamique proclamée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Medina. Cette constitution reconnaît et garantit les droits de toutes les minorités religieuses, raciales, etc. Je puis vous dire que même du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des évêques ont prié dans sa mosquée de Médine. Donc, je crois que ces soi-disant fous de Dieu et autres, ces islamistes, il va falloir, à mon avis, pourquoi pas engager même des discussions avec eux. Moi, je dis d'ailleurs, personne n'est terroriste, on le devient. Il faut investir dans l'éducation. L'éducation à l'Holocauste, l'éducation au génocide, à la prévention du génocide, etc. C'est extrêmement important. Et c'est pourquoi il n'y a pas que les leaders. Nous ne devons pas tout simplement nous adresser aux leaders, mais adressons-nous aussi aux serviteurs que nous sommes, nous autres. Chacun a une responsabilité. Les parents, tout le monde, c'est l'affaire de tout le monde. Oui, merci. Les défis sont immenses et on les a largement exposés. Moi, je voudrais reprendre, Delphine, ton point de tout à l'heure. Nous sommes en quelque sorte l'incarnation de cette universalité par nos diversités. Toutes et tous ensemble, on est cette universalité. Je ne connais pas non plus de journalistes, d'écrivains ou simplement de citoyennes ou de citoyens qui, où qu'il ou elle se trouve, revendique le droit d'être torturé, revendique le droit de ne pas pouvoir publier librement, s'exprimer librement, simplement penser, voter, se déterminer. Cette universalité, elle est là, c'est notre très grand point fort, et je pense que le défi de l'effectivité auquel nous nous heurtons, qu'on confronte en pleine face aujourd'hui dans cette période de recomposition extraordinaire, on doit pouvoir la surmonter par l'alliance des volontaires, par la construction de ces partenariats
interrégionaux, de ces partenariats entre différents acteurs, y compris en associant les entreprises, le cas échéant. On a aussi besoin d'elles, au-delà des États, et évidemment des citoyennes et des citoyens. C'est là notre force et on doit faire preuve d'imagination. C'est le moment de l'audace et de l'imagination. Le partenariat, le nouveau nom du leadership. La protection des droits de l'homme est devenue très difficile, mais elle est encore plus pertinente, vu l'époque qu'on traverse. Alors, au travail. Et moi, je finirai, parce que je crois qu'on n'a pas le temps de redonner la parole à nos amis en ligne, et je m'en excuse auprès d'eux, peut-être en se rappelant cette phrase de Kofi Annan. Il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et la troisième partie, on l'oublie souvent, mais c'est la plus importante. Et il n'y a ni sécurité ni développement sans droits de l'homme. Parce qu'on l'a dit très justement tout à l'heure, il ne s'agit pas simplement de maintenir la paix, il s'agit de construire la paix par le maintien des droits. Et il n'y a pas de développement s'il n'y a pas non plus cette approche fondée par le droit et que chacun le respecte. Donc rappelons-nous cela aussi. Et merci à tous, merci pour votre attention, merci à tous nos excellents intervenants. Et la parole maintenant est à Sébastien Touzé. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'étais il y a peu de temps à Genève pour la 78e session du Comité contre la torture des Nations Unies. Et je dois vous avouer que les 4 semaines passées dans les locaux du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, dans un contexte particulièrement complexe et tendu, m'a conduit à m'interroger à plusieurs reprises sur la pertinence d'une commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alimenté par des discussions avec des fonctionnaires onusiens et des diplomates désabusés, cette pensée m'a vraiment obsédé jusqu'à mon retour, et allant même jusqu'à m'interroger sur ma participation à un colloque que j'ai cru, je vous l'avoue de façon très sincère, un peu vain. Pourtant, je suis là aujourd'hui, et j'avoue être très satisfait de ne pas m'être laissé aller à ce pessimisme mortifère, et ce, alors même que l'objet de nos discussions, ça a été plusieurs fois répété aujourd'hui, semble malheureusement oublié par beaucoup en ces temps troublés. Cette satisfaction personnelle vient bien entendu du fait que j'ai assisté à un beau colloque, mais aussi et surtout car je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui est important. C'est important et ça doit, avec d'autres initiatives, et je pense à d'autres manifestations, celle du 10 décembre prochain, des colloques universitaires, je pense en particulier au colloque des 21 et 22 décembre prochains à Nanterre, toutes ces initiatives, durant ce mois, sont là pour rappeler l'essentiel et le plus fondamental. Si René Cassin souhaitait que la déclaration soit un guide pour les politiques des gouvernements, un phare pour l'espoir des peuples, une plateforme pour l'action des associations nationales ou internationales de caractère civique, son adoption, et vous nous l'avez parfaitement rappelé, monsieur l'ambassadeur Ripert, ce matin, son action, nous le savons bien, hélas, n'a pas mis fin aux exactions, aux guerres, aux discriminations et autres violations en tout genre des droits de l'homme à travers le monde. Alors 75 ans après sa proclamation ici à Paris, nous sommes encore une fois, comme à chaque anniversaire de cette déclaration, à l'heure de son bilan, dans un contexte, et j'y reviendrai bien entendu, qui nous oblige à un certain réalisme, mais aussi à une nouvelle réflexion. Cette journée nous a permis de revenir longuement sur le contexte particulier de son adoption, sur sa genèse et les promesses qu'elle annonçait, sa vision et son ambition. Celle d'être un arrière-plan topique, celui du monde occidental de l'après-guerre et plus particulièrement de l'Europe occidentale, traumatisée par son histoire et les horreurs nazies. Les droits de l'homme étaient en ce sens le cadre dans lequel prenaient place les représentations collectives des peuples occidentaux, incarnant ainsi une façon de penser le monde et l'homme, de se définir par rapport aux autres, d'élaborer des attentes
et des croyances au niveau social. La notion de droit de l'homme telle qu'elle fut conçue dans cette vision du monde recouvrait ainsi une réalité nouvelle. À la différence de la conception des droits de l'homme exprimée par la Déclaration de 1789, lesquels s'articulaient autour de la recherche de l'égalité politique entre les hommes, la ligne directrice de l'arrière-plan topique de la Déclaration de 1948 était le rejet de l'idéologie nazie et la recherche de moyens de protection contre celle-ci. À cet égard, on qualifierait les droits de l'homme tels qu'ils furent conçus en 1948, pour reprendre une formule qui a souvent été utilisée, de miroir inversé du nazisme. En effet, dans leurs travaux, les rédacteurs ont systématiquement cherché à élaborer des principes en réaction aux horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. L'interdiction de la torture, le principe de non-discrimination, le droit à la dignité sont autant de droits qui sont issus de l'ambition des rédacteurs, laquelle était de protéger les peuples contre un retour potentiel du nazisme. Et René Cassin le disait au moment même du début des travaux, à l'issue d'un conflit mondial où les hommes libres ont ressenti essentiellement la captivité et le silence forcé de la France, celle-ci doit redevenir l'interprète de leurs aspirations. Ils attendent d'elle une déclaration réaffirmant d'abord les droits imprescriptibles de l'homme et du citoyen bafoué par la contre-révolution fasciste. Mais c'est aussi une volonté de renouvellement. Progressivement, tout s'est en effet passé comme si les rédacteurs de la Convention étaient guidés par une conviction profonde selon laquelle l'ancienne vision du monde s'effondrait peu à peu. Ce fut d'ailleurs rappelé par la délégation de l'Équateur en 1948. Je reprends ici les formules du délégué. « Les Nations unies doivent s'efforcer de créer un nouvel internationalisme démocratique ayant pour fin l'établissement d'une paix durable au lieu de la guerre et de la discorde. Les systèmes démocratiques doivent mettre sur pied un ordre social juste pour permettre l'avènement d'un siècle de progrès. » Les rédacteurs s'attachèrent alors à élaborer une déclaration qui reflétait un nouvel arrière-plan universaliste, résolument contre la guerre, compatissant pour les victimes et cherchant à dépasser les traumatismes du conflit. Ainsi, tous les éléments dans les versions préliminaires des projets qui exprimaient des reliquats de l'ancien paradigme des droits de l'homme furent progressivement supprimés pour faire place à l'expression d'une vision nouvelle d'un monde renouvelé. La première version définissait les règles que les individus devaient respecter vis-à-vis de leurs États et suivait ainsi l'ancienne conception des rapports politiques entre États et l'individu. Mais suite aux constatations établies concernant la responsabilité des États dans les actes perpétrés pendant la guerre, le modèle fut complètement renversé et la Déclaration universelle devint une déclaration centrée sur les droits des individus et les règles que devaient respecter les États à leur égard. Le changement défendu de l'adjectif international, ça nous a été rappelé ce matin par Madame Nicole Questiot, initialement choisi pour le titre de la déclaration, en universel, est une manifestation de ce changement de perspective. Pourtant, en ce mois de décembre 2023, c'est cette perspective qui nous interroge de manière évidente. Pour reprendre la formule d'Emmanuel Decaux, qu'il a utilisée à plusieurs reprises aujourd'hui, si la déclaration est inscrite dans la conception admise par beaucoup comme un socle juridique, n'est-elle pas fondée sur une assise utopique que le temps et les faits ont très rapidement révélée? Plus radicalement, on peut se demander si la déclaration, malgré sa dimension morale qui a été maintes fois répétée durant cette journée et sa dimension théorique indéniable, est-ce que cette déclaration n'est pas restée cantonnée à un simple appel mondial des droits de l'homme sans réelle portée pratique? Alors cette affirmation est provocatrice, mais il y a du vrai, il y a du faux en elle. Du faux, heureusement, car il faut rappeler le rôle déterminant que la déclaration a pu jouer dans l'affirmation du droit international des droits de l'homme et de son institutionnalisation. Ça a été rappelé tout à l'heure par Frédéric Coulet. Il est impossible, en effet, de nier le rôle et l'apport de la déclaration dans la conventionnalisation du droit international des droits de l'homme et l'institutionnalisation des mécanismes, qu'ils soient juridictionnels ou non juridictionnels, permettant leur contrôle. C'est ce que Umberto nous a avancé ce matin. Ainsi, que ce soit l'universel ou le régional, les apports de la déclaration et la logique défendue par elle ont permis de mettre en place un cadre juridique pertinent et effectif au sein duquel elle joue une fonction de référence comme en témoigne la totalité des préambules et des mentions qui est faite,
mais également l'invocation de ce texte dans différents organes, ce qui nous a été rappelé par Roland Adjovi. Au-delà, il est indéniable que la Déclaration universelle a su drainer des conceptions et des approches des droits qui demeurent encore aujourd'hui pertinentes et non discutées. Ceci apparaît de manière évidente au regard de l'action menée par l'Organisation des Nations Unies, qui reste profondément ancrée dans les valeurs et les principes de la Charte, que ce soit par la voix et l'action des hauts-commissaires qui se sont succédés ou par ce qui semble être régulièrement rappelé par l'Assemblée générale ou plus encore par le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de ces résolutions. Du vrai aussi dans l'affirmation un peu provocante que je lançais tout à l'heure. Malheureusement, en effet, force est de constater que l'état actuel du sujet et l'indifférence assez manifeste vis-à-vis de l'homme montrent bien que la déclaration ou que cet appel aux droits de l'homme n'a pas été totalement entendu et compris. Et je serais même tenté de dire que certains États, beaucoup trop en réalité, n'en ont cure. Il est possible ici de faire mention du rejet de l'universalisme, il en a été beaucoup question, prôné par la Déclaration, qui dès son origine a été la source d'un conflit de vision des droits et des libertés proclamés. Les 8 États qui se sont abstenus lors de son adoption n'avaient en effet pas manqué de critiquer cette ambition sur plusieurs plans. Et souvent on oublie ces critiques, et pourtant ces critiques reviennent aujourd'hui. La première critique fut par exemple de considérer que la Déclaration, dès son origine, n'était pas suffisamment en phase avec une conception moderne des droits, en négligeant de manière importante la dimension collective et économique des droits de l'homme. Je prends ici, pour exemple, la formule utilisée par le délégué de la Yougoslavie au moment de son adoption. La Déclaration des droits de l'homme, établie après que l'humanité eut subi les épreuves terribles que lui a imposées le fascisme, ne saurait rester muette en face d'un tel ennemi. La nouvelle Déclaration des droits de l'homme n'aurait pas dû se contenter d'énoncer ces droits en des termes qui sont déjà généralement connus. Elle aurait dû, au contraire, définir les conditions sociales et matérielles qui sont nécessaires pour que ces droits puissent être exercés. Une déclaration insuffisante donc pour certains, mais plus grave, basée sur une conception individualiste des droits, alimentée par une philosophie occidentale, en décalage complet avec la conception de certains États, qui reposait et qui repose encore, malheureusement, sur une approche différente ou collective. En d'autres termes, la déclaration s'affranchissait et s'affranchirait encore de l'idée du moi commun au profit d'une vision purement focalisée sur le moi humain. Développant ainsi une approche relativiste de la proclamation universelle, l'argument qui a été avancé et qui reste avancé repose sur une réfutation manifeste d'une volonté politique et uniformatrice des droits de l'homme. Pour ma part, j'ai toujours cru cet argument totalement fallacieux, dans la mesure où l'universalisme de la déclaration ne doit aucunement être entendu comme imposant un modèle unique de réalisation des droits, mais plutôt comme un objectif à atteindre, un standard à réaliser en s'appuyant sur des conceptions potentiellement distinctes, mais qui ne peuvent s'affranchir de l'idéal commun. La réalisation des droits pour toutes et tous. C'est ce que tu as rappelé tout à l'heure, Adama, avec grande force, en mentionnant, et je suis très heureux qu'il ait pu être mentionné aujourd'hui, le grand juriste qui était Kebambaï, et qui, dans ses écrits, en effet, a pu affirmer que le relativisme et l'universalisme ne sont pas antagonistes, mais peuvent être envisagés de manière combinée, sans remettre en cause l'idéal défendu depuis 1948. J'en suis convaincu, et c'est pourquoi je rejette ces positions qui refuseraient d'admettre que la réalisation des droits doit s'affranchir des cultures et des histoires des peuples. Il y a une conjugaison possible. Je l'ai vérifié plusieurs fois en pratique sur de nombreux sujets, mais bien entendu, et ça, il faut l'accepter, parfois avec une temporalité différente. Réaliser les droits dans la différence, mais tout en poursuivant l'ambition partagée d'une évolution constante des sociétés. C'est ce qui doit être compris, selon moi, pour aller de l'avant. Mais là encore, cette idée d'évolution est contestée, comme en témoigne, et ça a été encore rappelé tout à l'heure, les initiatives récurrentes des États qui, à travers la mention, et je cite, des droits universellement reconnus, c'est-à-dire des droits qui sont inscrits dans la Charte pour mieux rejeter ceux qui ne le seraient pas, tentent d'échapper ou d'exclure à ces évolutions sociétales et permettent ainsi de nombreuses violations. Je parle bien entendu des arguments régulièrement avancés et de plus en plus défendus, notamment par l'organisation de la conférence islamique sur les droits des LGBT, qui ne sont en réalité que la résultante d'une interprétation évolutive des droits et des libertés et ne découlent aucunement d'une redéfinition de ces derniers. Je retiens ici et surtout la forte dimension politique de l'argument qui, comme je l'ai dit, n'exclut en rien l'évolution des droits
dans le respect des convictions et des cultures. Dans mon affirmation, il y avait aussi du vrai, car à l'aune du contexte actuel, on est forcé de se questionner sur la portée réelle et concrète de cette déclaration. La déclaration, plus simplement, joue-t-elle un rôle ou peut-elle encore jouer un rôle? Fruit d'un rejet de la barbarie et des atrocités commises contre l'être humain, la déclaration semble en effet, et nous avons pu le constater, être une belle endormie. L'insouciance de la paix chez beaucoup semble en effet avoir atténué la force de ce texte et sa portée, sans que beaucoup s'en soient émus. Alors bien entendu, il reste les universitaires, certains diplomates, pour y penser et la faire vivre, comme nous tous aujourd'hui. Il reste quelques déclarations politiques pour montrer que les valeurs qu'elles portent restent une boussole pour de nombreuses démocraties, mais admettons cette réalité sans se voiler la face. C'est une belle endormie. Les conflits actuels et la situation des droits de l'homme dans une très large majorité d'États ne nous autorisent pas à rester simplement admiratifs devant un texte, sans être conscients des défis que nous oppose la situation de millions de personnes victimes des plus grandes atrocités, ou tout simplement de l'arbitraire ou du déni de leurs droits, comme certaines qui, malgré un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, se voient renvoyées dans leur État. Ne soyons donc plus uniquement passéistes ou contemplatifs, mais comportons-nous avec ce texte comme l'aurait fait, et ça a été rappelé tout à l'heure par Fabian Salvioli, comme l'ont fait ses rédacteurs en réaffirmant avec force les valeurs d'une œuvre humaine tombée dans une forme de désuétude pratique et parfois morale. Voilà quelle doit être l'ambition. Alors constater cela, ce n'est pas nier la valeur de la déclaration, ce n'est pas nier le rôle, c'est juste la formalisation, et ça a été rappelé à l'instant dans le panel, c'est la formalisation d'un cri d'alerte nécessaire qui doit être lancé pour que ce contre quoi elle avait été élaborée ne se reproduise plus. Plus largement, c'est aussi pour rappeler les impératifs qu'elle défendait et que nous devons tous porter. Alors comment parvenir à offrir du lustre à ce qui constitue la plus grande avancée internationale en matière des droits de l'individu? Alors j'avoue avec une grande humilité que je n'ai pas la formule idéale, surtout dans le contexte qui a été rappelé par Adama, que l'on connaît. Mais j'ai quelques ingrédients qui sont susceptibles de nourrir le discours qui doit être désormais tenu. Tout d'abord, je crois qu'il faut honnir toute position ou approche dogmatique. On peut avoir la conviction de la portée et des valeurs portées par la déclaration sans avoir à entrer dans un conflit dogmatique sur l'individualisme ou le collectivisme des droits. En cela, je suis convaincu que même si l'approche défendue en 1948 était en effet empreinte d'une certaine idéologie, elle est désormais dépassée et doit nous conduire à la revoir au profit d'une dimension véritablement inclusive et renouvelée des droits et des libertés proclamés. Cela passe ainsi, non pas, pour répondre encore une fois à la demoiselle qui a posé cette question, par une réécriture de la déclaration, mais peut-être par une relecture, par une interprétation consolidée de son contenu et des droits qu'elle proclame. Une interprétation consolidée, seule à même de s'adapter aux enjeux contemporains et aux défis posés par la société ou par les sociétés en perpétuelle évolution. Alors cette interprétation, elle est déjà possible par l'action des organes de traité qui ont pu nourrir le contenu des droits que la déclaration proclame. Ils ont développé cette approche renouvelée. Et le rôle de ces organes est ici déterminant, car parce qu'ils sont les garants du respect des traités qui traduisent conventionnellement les droits garantis et proclamés en 1948, ils sont les plus à même de nourrir cette approche consolidée de la déclaration. Le soutien accordé à ceux-ci, et Fabian Salvioli avait tout à fait raison, est ainsi déterminant, même si certains États semblent en avoir décidé autrement dans les faits. Le Conseil des droits de l'homme a également un rôle fondamental à jouer, mais il doit recentrer son action sur les défis prioritaires et limiter cette action à leur résolution. La priorité doit être établie et l'action de cet organe essentiel doit être focalisée sur celle-ci. Fin de la dispersion, donc. La déclaration était une base d'action, elle doit retrouver cette place et cette fonction centrale. Je suis convaincu que le Conseil des droits de l'homme pourra la lui redonner. Par ailleurs, je crois qu'il faut, sur le plan multilatéral, fédérer autour de l'idée essentielle qui nourrit la déclaration et ça, nous en avons parlé tout à l'heure avec Laurence Boisson de Chazourne, du vivre ensemble. Alors ça peut paraître utopique ou tiré d'un slogan politique, mais je crois fondamentalement que la déclaration est un lien entre les États, un élément essentiel de leur coopération et de leur compréhension des autres. La déclaration porte également, et c'est dans ses gènes, l'idée de cette coopération, de ce partenariat nécessaire
et de cette compréhension mutuelle qui doit nourrir les relations entre les États. Lorsque je parle de compréhension mutuelle, c'est bien évidemment la compréhension des souverainetés, des peuples, des cultures, des religions, de l'histoire, et d'assurer le respect de ces derniers sans aucune condescendance et encore moins du mépris. Établir dans le cadre des relations entre les États les bases d'un dialogue respectueux de leur peuple, fondé sur une approche commune de la dignité et de la justice. Réinventer en somme cette internationalité commune qui a nourri les débats en 1948 et qui, sans y parvenir totalement, en a néanmoins établi les bases. Développer également une réelle diplomatie juridique, seule à même de rappeler de manière objective les bases du droit et son acquis. Et là, je n'invente rien, dans la mesure où lorsqu'on reprend une nouvelle fois les discussions le 10 décembre 1948, nous retombons sur une formule, sur une phrase qui avait été prononcée par le délégué syrien. Je cite ce cas à dessein. Il affirmait « Au nom de tous ces principes, les nations doivent faire œuvre commune. La délégation de la Syrie, comme beaucoup d'autres délégations, est convaincue que les désordres qui se produisent dans le monde ne sont pas dus aux différends qui opposent les puissants et les faibles, les petites nations aux grandes. Ils ne sont pas dus non plus au déséquilibre qui existe entre les nations, mais au fait que les mêmes chances ne sont pas accordées à tous les êtres humains. Si on donnait à tous les hommes les mêmes possibilités de développer leurs capacités et de suivre leurs tendances naturelles, ils vivraient fraternellement. Il faut que tous les hommes aient les mêmes possibilités de façonner leur vie. » Venant de la délégation d'un pays qui a connu dans un passé récent les pires exactions au sein duquel l'impunité règne encore de manière intolérable, cette formule en dit long sur les aspirations de 1948 qui, comme je le disais, semblent s'être lentement mais très certainement consumées. Pour y remédier, et je crois ainsi fondamentalement au cadre multilatéral, associant des intérêts multiples, décloisonnés, comme le disait Fabienne Salvioli, qui s'équilibrent les uns les autres, en se structurant autour de la recherche d'un ordre normatif favorable à l'idéal des droits de l'homme et de celui de la Déclaration universelle, envisagé comme l'instrument de l'internationalité humaine. Le forum multilatéral est en effet celui qui me semble être le plus adapté afin de pouvoir trouver les moyens du partenariat, de la concertation et de la réaffirmation des convictions sans imposer l'idéologie qui, pour beaucoup, est un rempart à toute discussion. Ce multilatéralisme qui seul permettra d'universaliser les droits, de faire de la communauté internationale tout entière le seul dépositaire, enfin, de normes, enfin, universelles. Alors, en ce 75e anniversaire de la Déclaration, je pense qu'il faut donc soutenir le renforcement, mais aussi l'assainissement, et ça a été bien mentionné tout à l'heure par Fabienne Salvioli, de ce multilatéralisme. Il faut renforcer également l'essor d'un espace public international où la parole doit être donnée aux acteurs non étatiques, les médias, Antoine Bernard l'a mentionné de façon très claire, les ONG, les intellectuels, les juristes, en bref, tous ceux qui participent de manière de plus en plus efficace au débat public mondial. Ainsi donc, la diplomatie des droits de l'homme s'exprimerait directement dans la production normative qui s'opère au niveau multilatéral ou indirectement en favorisant ce débat public mondial. Mais, et c'est là où le plus complexe survient, car pour y parvenir, pour permettre que le multilatéralisme dans toutes ses dimensions puisse assurer ce rôle essentiel et que ce débat global puisse s'ouvrir, il me semble essentiel et fondamental de nourrir cette idée au sein des peuples eux-mêmes. Or, au regard de l'orientation observée chez beaucoup, c'est ici que s'ouvre peut-être le plus vaste chantier. En effet, les bouleversements politiques et nationaux auxquels nous assistons et qui portent atteinte aux valeurs défendues jusqu'alors par les États et qui étaient convaincus par l'idée d'un modèle démocratique ne peut que nous inquiéter ici. Les populismes, les fondamentalismes et les dérives autoritaires et sécuritaires qui les accompagnent nous éloignent en effet de l'ambition d'une internationalité autour des droits et des libertés. Et je crois ainsi fondamentalement que la logique de réalisation et de réaffirmation nécessaire doit partir des acteurs nationaux, étatiques bien entendu, mais aussi, et ça a été une idée force à la fin de notre discussion de cet après-midi, individuels, et ce, dans toute leur diversité. Que les institutions nationales de protection des droits de l'homme qui jouent un rôle fondamental, comme l'a bien marqué Magali Lafourcade, que les individus, toute cette société civile se mobilise pour réaffirmer avec force l'acquis de la Déclaration et le porte pour réaffirmer sa valeur et influer sur les représentants pour confirmer l'idée fondamentale qui a gouverné l'élaboration de ce texte. Alors, nous avons fait état du droit à l'éducation. M. Singh
vous nous l'avez parfaitement expliqué, ça passe évidemment par l'éducation. Et comme je l'avais revu, et ça a été d'ailleurs mentionné tout à l'heure par Anna Glazewski, tout ceci est d'ailleurs dans la déclaration. Nous avions le mode d'emploi sans avoir lu jusqu'au bout. Nous avons en effet à la fin du préambule cette déclaration qui est formidable mais qui a malheureusement été oubliée. L'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international, ça a été rappelé, la reconnaissance et l'application universelle et effective. Tous les individus et tous les organes de la société. Et je crois que nous n'avons pas assez insisté sur cet élément essentiel. Et je pense que l'histoire récente nous oblige à le réaffirmer avec force et conviction. La Déclaration des droits de l'homme proclame en ce sens l'homme, mais lui assigne également la mission de sa survivance. Je reprends ton proverbe africain, l'homme est le remède pour l'homme. Alors je rappelle toujours à mes étudiants, j'en vois plusieurs dans la salle et j'en suis parfaitement heureux, que l'histoire des droits de l'homme en est dans l'échelle de l'histoire avec un grand H à sa genèse et qu'elle reste encore en construction. Je suis d'ailleurs personnellement convaincu que le chantier ne sera jamais vraiment achevé. Je pense que les débats d'aujourd'hui, plus qu'à travers la commémoration d'une œuvre majeure de l'humanité, l'ont démontré, et qu'il nous revient de poursuivre la construction et la définition de cette histoire avec ses aléas, ses combats, mais aussi et surtout ces formidables réussites auxquelles nous devons être quotidiennement attachés et auxquelles nous devons croire. C'est le seul moyen, selon moi, de construire cette internationalité humaine que la Déclaration a ébauchée. Je vous remercie. Merci.